quoi qu'il en soit, la circulation. Coucou, tu vas bien aujourd'hui? Je suis à Uji, à quelques kilomètres de Kyoto, et derrière moi se trouve la femme, enfin, que dis-je la femme, la légende dont il va être question aujourd'hui. Ladies and gentlemen, let me introduce you to Murasaki Shikibu. Pourquoi est-ce que Murasaki Shikibu a une statue et que moi j'ai pas de statue? Parce que t'es moche. Bien tout simplement car Murasaki Shikibu a écrit l'un des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise, dont vous avez très probablement entendu parler et qui s'intitule Le Dit du Genji. C'est un ouvrage donc qu'elle a écrit a priori aux alentours de 2000 et quelques, donc à l'époque Heian, et quelques temps après avoir entamé la rédaction de ce chef-d'œuvre, eh bien elle est rentrée en tant que femme de compagnie, slash servante, etc., de l'impératrice Shochi, qui était du coup une des deux impératrices consorts de l'empereur Ichijo. Mais globalement, vous vous en battez la race, et moi aussi, parce qu'on n'est pas sur une chaîne d'histoire. Alors, le Dit du Genji, en plus d'être considéré comme le premier roman véritable du monde, eh bien, c'est un chef-d'œuvre de la littérature japonaise. Quelle est l'histoire du Dit du Genji? Alors, le Genji, c'est une sorte de Don Juan, mais en beaucoup plus courtois et amoureux. Ça nous change quand même vachement. Et surtout, en fait, ça dresse un panorama assez impressionnant des mœurs mondaines de l'époque, mais également des usages de la poésie japonaise. Sachant que l'usage de la poésie japonaise, à cette époque-là en tout cas, est bien différente de la poésie qu'on a pu connaître, nous, quelques siècles plus tard, en Europe. Bien différent. L'œuvre en elle-même, en édition française, compte quelque chose comme un petit peu plus de 1000 pages, écrit en tout petit sur du papier extrêmement fin. D'autant plus que les éditions françaises, notamment les traductions par Robert Schaeffer, coûtent un rein. Et on va tout faire pour essayer de conserver nos reins parce qu'on les aime beaucoup, ils sont quand même très utiles. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir l'œuvre de Murasaki Shikibu à travers 3 romans qui sont traduits en français et qui sont beaucoup plus accessibles. Peut-être que ces romans vont vous donner envie de vous plonger dans le Dit du Genji, ou en tout cas dans certains passages. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, vous trouverez un certain nombre d'outils herméneutiques très utiles à l'intérieur de ces romans. Heureux coucou. Donc vous avez vu, on a changé de décor, tout simplement parce que Noémie, la grosse maline, ne s'était pas vraiment rendu compte que tourner en extérieur, ça demandait une certaine expertise, mais surtout un matériel que je ne possède pas. D'autant plus que, comme vous avez pu le constater, les conditions de tournage étaient clairement pas optimales. Il y avait le bruit des voitures, les touristes, un soleil de plomb, enfin... Bref, pas ouf. Donc là, on est mieux, on est au frais, et on va pouvoir commencer avec le premier livre. Je commence par ce livre pour globalement 2 raisons. La première, c'est parce que si vous ne devez en lire qu'un seul parmi tous ceux que je vais citer, c'est celui-là. Donc là, je compte un petit peu sur vous, sur vos mobilisations, votre attention, etc. pour choper ce bouquin, le lire, kiffer la vibes. Et la deuxième raison, un petit peu plus sérieuse, c'est que pour moi, c'est clairement le meilleur bouquin pour rentrer en contact avec le Dit du Genji quand on est francophone. Pourquoi je précise quand on est francophone, sachant que je présente un bouquin qui est traduit en français? Tout simplement parce que y a énormément de littérature sur le Dit du Genji en japonais ou en anglais mais qui est pas traduit, donc tout le monde ne maîtrise pas forcément l'anglais et c'est parfois des textes académiques, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais en français, on n'a pas énormément de livres hyper accessibles, hyper sympatoches pour le Dit du Genji. Et pour l'instant, je ne vous ai toujours pas dit de quel livre il s'agit. Donc, stop au suspense. C'est Le Dit de Murasaki de Lisa Delby. Un mot très rapidement sur l'autrice. Lisa Delby est une anthropologue spécialiste du Japon et c'est également la première étrangère à avoir été acceptée dans une école de geisha. Tout ça pour dire que la meuf, elle sait de quoi elle parle.
Et c'est hyper important de savoir de quoi on parle quand on écrit une biographie romancée sur l'autrice du premier roman of the World. Donc dans ce livre, on va suivre la vie de l'autrice Murasaki Shikibu, de son enfance à la fin de sa vie, en passant par toute la période où elle a été en province, où elle s'est mariée, où elle s'est retrouvée à la cour. Donc Lisa Adelby s'est appuyée sur plusieurs sources pour reconstituer la vie de Murasaki. La source principale en fait étant son journal / chronique qu'elle a tenu en plus de rédiger le dit du Genji, journal qu'elle a tenu lorsqu'elle était à la cour. Si je le précise, c'est pour insister sur la crédibilité et sur toute la palette d'émotions que va avoir Murasaki Shikibu vue par Lisa Adelby. C'est-à-dire que même nous, qui vivons dans cette époque moderne, extrêmement éloignée des mœurs, des codes, des comportements d'il y a 1000 ans au Japon, en fait, même nous, on peut entrer en résonance avec tout ce que va traverser Murasaki. Ses doutes, ses espoirs, ses désillusions, ses phases d'ennui aussi, parce que qu'est-ce qu'on se fait chier à la cour de Yann, n'empêche. Tout ça, on peut le comprendre, on peut le ressentir, notamment si on est soi-même engagé dans une activité artistique, du genre écriture, musique, peinture, etc. Donc en fait, les doutes que va avoir Murasaki, ces moments de découragement, c'est vraiment un truc qui transcende complètement les époques. Autre point super intéressant dans le dit de Murasaki, c'est que Lisa Adelby va présenter des événements qui seraient venus nourrir le dit du Genji. Et c'est hyper intéressant parce que ce sont ces événements qui ont le plus durablement marqué les imaginaires des lecteurs du dit du Genji. Par exemple, dans les autres œuvres que je vais vous présenter, on a également affaire à ces mêmes événements. Donc sur une œuvre aussi colossale qu'est le dit du Genji, il y a peut-être 2, 3, 4, allons, on en ajoute 5. Il y a peut-être 5 éléments qui sont forcément être des éléments scénaristiques clés, reviennent dès qu'on parle du dit du Genji. Du coup, c'est plutôt rigolo parce que c'est un peu comme si on avait une genèse, un making-of du dit du Genji en même temps qu'on est en train de lire. Pour conclure très rapidement sur le dit de Murasaki, c'est une œuvre qui se suffit à elle-même. Donc en fait, au-delà de tout l'intérêt qu'elle revêt pour entrer en contact avec le dit du Genji, pour l'interpréter, pour aller plus loin, ça reste une biographie romancée d'une femme qui ne colle pas forcément aux normes de l'époque, qui est lettrée, qui a vécu des choses compliquées, qui galère à trouver sa place dans la société. Et c'est un beau portrait, c'est une belle histoire qui est bien racontée, même s'il y a quelques passages qui sont un peu crus, donc méfiez-vous sur les 60 premières pages, voilà, si vous êtes un peu sensible, attention. Le deuxième livre que je vais vous présenter se situe dans un tout autre registre, car comme son nom l'indique, meurtre. À la cour du prince Genji, de Nagao Seiyo, il s'agit d'un policier. Un policier dont la structure se rapproche énormément d'un Hercule Poirot. Mais un Hercule Poirot dans le Japon de l'époque Heian. Ici, Murasaki Shikibu est placé au sein de sa propre fiction, puisque ce policier est en fait une réécriture du dit du Genji. Donc, Nagao Seiyo a chopé l'autrice Murasaki Shikibu, l'a mis dans sa fiction et a dit « Hey, hey, tu seras l'une des enquêtrices ». Elle va enquêter sur une série de meurtres qui reprend en fait les meurtres, en tout cas les décès attribués au surnaturel dans le dit du Genji. Elle va enquêter sur ces décès-là dans Meurtre à la cour du prince Genji. À ses côtés, il y aura le prince Genji et son meilleur ami / servant / frère de lait. Ici, le personnage de Murasaki Shikibu est très effacé. Elle prend de l'importance vers la fin de l'ouvrage, mais clairement, ça a été un petit peu ma déception parce que, pour pas vous le cacher, j'avais acheté ce bouquin parce que j'avais très très envie d'imaginer une Murasaki Shikibu en train de tenir des chroniques policières. Mais bon, c'était pas le cas, je me suis fait des films. Alors, je ne vous présente pas ce bouquin pour son côté policier, parce que très clairement, pour moi, la partie policière n'est pas assez aboutie. Je vais pas te développer car puisque c'est un policier et que ce qui ne m'a pas convaincu se situe lors de la résolution finale et des différents twists, ça risquerait de vous spoiler, tout simplement. En revanche, le bouquin a pour principal intérêt de transformer l'ambiance
raffinée, élégante, douce, poétique du dit du Genji en quelque chose de plutôt glauque. De plus, le radieux prince Genji est décrit comme ce qu'il m'a toujours apparu, et ce même dans l'œuvre originale, c'est-à-dire comme un gros connard. Alors, je l'ai très rapidement dit en introduction, mais le Genji, le radieux prince Genji, cet adjectif lui est toujours rattaché, tellement il est charismatique, raffiné, doux, talentueux, etc., etc. Le mec est un parangon de l'homme civilisé, selon les normes de l'époque, bien évidemment. Cependant, moi, quand j'ai lu l'Odyssée du Genji, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais le Genji est un gros sac à merde. Et dans Meurtre à la cour du prince Genji, ce qui m'a plu, c'est que le Genji apparaît comme un connard. Et c'est plutôt cool. Ça me conforte un petit peu dans mon interprétation, là, comme ça, à chaud. J'étais plutôt contente. Et cet aspect du livre me permet d'enchaîner avec une superbe transition pour le 3e bouquin. Alors c'est pas vraiment un bouquin, c'est une nouvelle. Donc il s'agit de Le dernier amour du prince Genji, de Marguerite Yourcenar, qui est disponible dans le recueil Nouvelle Orientale. Ça se lit extrêmement vite. Dans le dit du Genji, les derniers chapitres se déroulent à Uji, là où il y a la statue de Murasaki Shikibu et où je vous ai tourné l'introduction. Et ce n'est pas le Genji qui va être mis en scène, ça va être sa descendance, son fils et son petit-fils. Quant au Genji, on ne va jamais le voir vieillir, puis mourir, dans l'œuvre originelle. Et c'est quelque chose que Marguerite Yourcenar a bien saisi. Dans cette nouvelle, elle va mettre en scène un Genji grabataire, pratiquement aveugle, puis ensuite complètement aveugle, reclus dans la montagne et qui attend la mort, en fait, à l'abri des regards, histoire que le monde, que la cour conserve de lui une image radieuse, etc. Donc dans la nouvelle, à travers l'un de ses anciens amours qui l'a retrouvé et qui continue de l'aimer malgré tout, on va voir le Genji terminer sa vie. Autre point pour lequel je vous conseille de lire ce bouquin, c'est que le traducteur officiel de Murasaki Shikibu, donc, qui est pour l'édition française Robert Schaeffer, a commenté en fait le texte de Marguerite Yourcenar en disant qu'elle n'avait rien compris et que Murasaki Shikibu n'aurait jamais voulu que le Genji soit mis en scène en train de mourir. Et juste pour ça en fait, je trouve que c'est super de lire cette nouvelle, c'est que ouais, ok, peut-être que l'autrice elle aurait jamais voulu voir ça, mais les lecteurs peut-être que oui. Marguerite Yourcenar qui avait envie d'écrire sur la mort du prince Genji, elle a raison, et de faire en sorte qu'il soit mais jusqu'au bout un fiefé trou du cul, mais moi je trouve ça beau en fait. En petit bonus, car la nouvelle de Marguerite Yourcenar a beau être très bien, elle est quand même très courte à lire. En petit bonus, je vous propose de lire Si on les échangeait, le Genji travesti. C'est l'histoire de deux jumeaux, un garçon et une fille, qui sont tous les deux des petits Genji, on va dire. C'est-à-dire, ils sont beaux, ils sont incroyables, ils sont talentueux, ils ont absolument tout pour réussir. Sauf que ils ne performent pas dans le bon genre. C'est-à-dire que la jumelle a toutes les caractéristiques pour réussir dans la société en étant un homme, et le jumeau a toutes les caractéristiques pour réussir dans une société en étant une femme. C'est de là d'où vient le titre « Si on les échangeait », est en fait l'exclamation de leur papounet qui est désespéré parce qu'il a genre un peu de 2 mines d'or en termes social qu'il ne peut pas exploiter parce que ils sont pas dans le bon genre et ils sont très bien comme ils sont. Du genre la jumelle, elle est hyper contente en fait de pouvoir faire des trucs de mec, et le jumeau il est hyper content de faire des trucs de meuf. Enfin, ils sont... Voilà. Tout le monde est content, sauf le papounet qui est pas content du tout. Écrit à peu près en 1600, cette œuvre elle est éminemment comique, voire satirique. Ce que j'ai bien aimé dedans, c'est que ce ne sont pas les deux jumeaux qui ne sont pas dans le bon genre en fait, qui vont être tournés en dérision. Ça va plutôt être leur père et leur entourage. Je précise tout de même, enfin ça reste transphobe, je veux dire c'est écrit en 1600 et on est sur des espèces de comiques à base de haha it's a trap. Enfin voilà, donc on n'est pas du tout sur de la lecture safe ou quoi que ce soit. Cependant, si j'en parle, c'est que je trouve la lecture vraiment intéressante dans une perspective de compréhension de
quel a été l'impact du site du Genji sur la littérature japonaise et sur les imaginaires qu'il y a eu autour. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, ou d'avoir sauté des passages, hein. C'est pas grave, t'as le droit, ou même de t'être barré en cours de route, c'est pas grave non plus. Mais bref, pour ceux qui sont encore ici maintenant, merci, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions sur des livres autour du Genji dont je n'aurais pas parlé et qui auraient pu trouver leur place dans cette chronique. À très bientôt.